En Tchétchénie, une guerre atroce se poursuit. L'armée russe détruit tout sur son passage. Alors, Chali, c'est la première ville de Tchétchénie dans laquelle nous sommes arrivés. C'est une ville, si on devait la comparer à une ville de province, c'est une petite bourgade, quoi. Elle était encerclée par les Russes et on savait qu'elle allait tomber dans les jours qui allaient venir. Donc on croisait des réfugiés, des voitures remplies de réfugiés, des camions de réfugiés, puisque Chali commençait à être prise dans l'étau russe, cernée par des tanks, attaquée régulièrement par des hélicoptères, attaquée par des bombardements aériens. On a réussi à se rendre jusqu'à un petit QG de combattants tchétchènes. Il est clair que c'est des gens qui supportaient la guerre au-delà de toute mesure, quoi. C'est des gens qui avaient intégré l'idée de la mort totalement et qui... c'était des gens en sursis. Certains avaient les bandeaux, ce bandeau vert que les Tchétchènes mettent autour de leur tête et qui signifie qu'ils souhaitent mourir pour la cause, soit qu'ils iront jusqu'au bout. Leur chef, il n'y avait pas besoin qu'il soit nommé pour qu'on comprenne que c'était le chef. Il est arrivé avec cette espèce de chapka et de barbe et un regard vif, perçant. Et à un moment, il m'a regardé en se caressant la barbe comme ça. Et on a tout de suite compris que c'était le chef et que c'était lui qu'il fallait suivre. Nous étions avec des combattants tchétchènes en train de se faire des brochettes de shashlik. Il était midi, il faisait assez beau ce jour-là. Et on a commencé un interview avec un de ces combattants. Il était beau cet homme, quoi. Il y avait dans son regard une intensité. Donc d'un seul coup, il y a eu 5 détonations très courtes. À un moment, il y a une explosion beaucoup plus forte. Et lui d'ailleurs lève la tête et est quand même interpellé sur l'image par l'explosion. Et c'est à ce moment-là que nous, on fout le camp, quoi. On prend nos clics et nos claques et puis on va s'abriter avec les autres Tchétchènes dans une cave. Et puis, mon principal souci, ça a été de voir où étaient les impacts. Je suis revenu, j'ai placé ma caméra en m'abritant, et puis là, j'ai constaté que celui qu'on interviewait à ce moment-là n'avait pas bougé d'un poil, et pour lui, c'était... Je me souviens qu'il m'a même dit, généralement, c'est celui qui se sauve qui meurt, celui qui reste, lui, il restera toujours, quoi. Все-таки, понимаете, при всем мужестве... Cette scène-là, on était avec 2 femmes russes, on ne savait pas vraiment qui étaient ces femmes, et c'est en se renseignant qu'on nous a dit ces femmes, ce sont des mères de soldats russes qui cherchent leurs enfants, qui sont portés disparus dans les combats autour de Chali. Et donc elles vont à l'hôpital, et là elles s'adressent à des femmes tchétchènes. Donc, et à des hommes tchétchènes, et elle leur montre ces photos de leurs enfants, elles discutent, et la scène est assez émouvante. On voit ces femmes qui pleurent, et puis ce qui est encore plus incroyable, c'est que les Tchétchènes en face, les femmes tchétchènes se mettent à les plaindre, en disant ces pauvres femmes russes qui sont venues à pied ici, qui ont traversé le front, il faut les aider. Et les Russes ont envoyé ces pauvres enfants se faire tuer pour nous massacrer, mais ils ne sont pas responsables, il faut aider ces femmes. Et à ce moment-là, arrive une voiture rouge, elle déboule à toute vitesse et on commence à décharger des blessés d'un bombardement qui a eu lieu dans la matinée. Je décide d'abandonner la scène avec les femmes et je vais voir ces blessés qu'on sort de la voiture. Je les suis en travelling jusqu'à l'intérieur de l'hôpital où il y avait une antenne MSF et des médecins et qui commencent à s'occuper d'eux, etc. Puis en ressortant, je vois que les femmes tchétchènes sont toujours là à discuter avec les femmes russes. Et ça, c'est assez hallucinant, quoi, finalement, parce qu'elles portent plus d'intérêt, finalement, à ces femmes russes qui sont là à la recherche de leurs enfants qu'à leurs propres blessés qui arrivent dans un état pitoyable. Il y avait une femme allongée qui venait juste d'arriver sur une civière portée par des brancardiers, et un médecin qui était en train d'examiner cette plaie dans laquelle il mettait sa main entière. Et je suis venu en travelling sur la femme, elle était couchée sur le ventre et vraiment elle chouignait, quoi. Je me disais c'est incroyable le décalage qu'il y a entre la blessure qu'elle peut avoir, quoi, et puis sa plainte à elle, quoi. J'avais l'impression qu'elle ne pleurait pas de la souffrance physique qu'elle éprouvait, mais plus de la situation, et elle se plaint plus de ça, c'est-à-dire elle doit se dire ils m'ont eu, ça y est, ils m'ont eu.
c'est fini, plutôt que de la blessure qui devait faire un mal fou, quoi. Je me disais, mais elle devrait hurler. Il y avait juste un petit sanglot très très pudique, et je n'arrivais pas à voir son visage. Et je me souviens que je tournais pas, et j'essayais de voir son visage, parce que j'avais envie de connaître son visage, et j'arrivais pas à le voir. Puis le lendemain, on est revenu à l'hôpital, et là on a commencé à entendre un chant, un murmure, et puis on s'est rendu compte que c'était un enterrement. C'était une séquence qui était très 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 digne, quoi. Ces hommes qui chantaient, qui marchaient très très lentement, et j'ai pas noté à ce moment-là, j'entendais des pleurs sur ma droite, et j'ai pas noté sans savoir ce que j'allais trouver. Et là je me suis retrouvé avec 2 femmes qui pleuraient, et cette séquence s'est terminée comme ça. Et c'est après qu'on a appris que cette personne qui était enterrée était cette femme qu'on avait suivie la veille à l'hôpital, quoi.